En débat, sénatrice Bellemare. Merci. Je tiens d'abord à souligner que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe-Algonquin. Collègues, le 31 août dernier, les premiers ministres de la Colombie-Britannique, de l'Ontario et celui de Terre-Neuve et Labrador ont demandé au gouverneur de la Banque du Canada de cesser de hausser le taux directeur et de considérer les conséquences humaines de sa politique monétaire. Certains observateurs ont questionné ces propos et y ont vu une tentative d'ingérence politique auprès du gouverneur de la Banque. J'ai reconnu plutôt, de mon côté, dans ces propos, l'expression d'un sentiment d'insécurité économique profond ressenti par la population de ces provinces et auquel les premiers ministres provinciaux faisaient écho. Tous et chacun souhaitons vivre dans un pays où nos gouvernements travaillent à nous assurer une sécurité physique et économique de base. La sécurité économique ne fait pas le bonheur, mais la vie familiale est certainement plus joyeuse et optimiste quand on peut planifier les dépenses, les revenus, payer l'hypothèque ou le loyer sans avoir à réduire la nourriture et les études des enfants. C'est justement l'essentiel de ma motivation qui m'a animée tout au long de ma carrière, combattre l'insécurité économique et promouvoir les moyens pour y réussir. C'est ce qui m'a amené à m'intéresser au marché du travail, au dialogue social et à la politique monétaire. Vous vous demandez quel est le lien entre cette anecdote et mon projet de loi. Il est bien simple. La prospérité d'un pays repose en grande partie sur la qualité de ses ressources humaines et ses ressources naturelles, ainsi que sa capacité collective à les mettre en valeur. Or, la politique monétaire détermine en grande partie le coût de base de l'investissement ou de la mise en valeur de nos ressources humaines et naturelles. La politique monétaire a donc un rôle majeur à jouer dans la promotion de la prospérité durable d'un pays, condition de base de la sécurité économique d'une nation. La politique monétaire est une question sérieuse et délicate et mérite une attention particulière car le niveau de vie d'un pays en dépend largement. Pour cette raison, on ne peut demander à une seule personne, même entourée d'une excellente équipe, d'en prendre l'entière responsabilité et d'en assumer les conséquences. Collègues, dans ce qui suit, j'expliquerai d'abord en français et ensuite en anglais la nature de mon projet de loi ainsi que les grands principes qui le sous-tendent. Vous comprendrez, je l'espère, pourquoi il est important de le faire cheminer rapidement en comité. Je souhaite que vous participiez à cette deuxième lecture en me posant des questions. Mon discours formel sera relativement bref. Quelle serait dans une phrase, l'objet de mon projet de loi, si j'avais à le résumer dans une seule phrase? Je dirais ceci. Il vise à mieux équilibrer l'indépendance de la Banque du Canada et la nécessaire transparence et reddition de comptes. À cet effet, il amende la loi de la Banque du Canada afin d'y ajouter une section sur la politique monétaire ainsi qu'un mandat et des objectifs. Ce projet de loi, ça vous surprend sans doute, mais il vise à combler un vide existentiel dans la loi actuelle qui est complètement muette par rapport à la politique monétaire et qui n'en précise pas les objectifs. Ce projet de loi contribue à mettre à niveau le cadre légal de la Banque du Canada à celui des autres banques centrales comparables à celle du Canada. La Banque, il ne faut pas l'oublier, a été créée en 1935 et son préambule, qui agit à titre de mandat, n'a pas été reformulé depuis, et cela même si la loi a été revisitée en 1985, mais c'était des détails qu'on y a modifiés. Ce projet de loi-là, mon projet de loi, ne change pas l'esprit des objectifs énoncés dans le préambule en 1935. Il a pour effet d'exprimer le mandat de la Banque d'une manière claire et dans des mots d'aujourd'hui. Donc, S-275 vise aussi à reconnaître l'indépendance
institutionnelle de la Banque, tout en ajoutant des garde-fous et des obligations de transparence et de reddition de comptes. Il soulage ainsi le fardeau décisionnel du gouverneur. Imaginez, actuellement, il est le seul à tout décider du sort de millions de familles, avec son comité de direction, bien entendu. Et donc, mon projet de loi a également pour but de renforcer la confiance de la population dans les décisions de la Banque. À cette fin, il crée un comité de la politique monétaire appelé dans mon projet de loi « comité permanent ». Ce comité est présidé par le gouverneur et inclut des sous-gouverneurs, mais aussi des experts externes à la Banque centrale. C'est une bonne pratique de gouvernance qui existe dans plusieurs autres pays, notamment en Nouvelle-Zélande, en Angleterre, et on pourrait aussi dire aux États-Unis, et actuellement, l'Australie considère cette avenue. Donc, à cette fin, il crée un comité de politique monétaire appelé... Ce comité, composé d'experts provenant d'horizons divers, permet d'assurer la population que la politique monétaire est déterminée de manière indépendante et à l'abri d'influences politiques partisanes. Ce comité aura aussi la responsabilité de superviser les analyses coûts-bénéfices de la stratégie monétaire adoptée, ainsi que l'évaluation de la politique monétaire. Parce qu'actuellement, il n'y a pas d'analyse des effets de la politique monétaire régulièrement, et l'analyse ou l'évaluation de la politique monétaire, elle est réalisée par la Banque elle-même, contrairement à ce qui se fait encore dans d'autres pays. Donc, le comité participera également à l'élaboration de l'entente quinquennale que la Banque et le gouvernement prévoient dans le cadre quand ils prévoient le cadre de référence de la politique monétaire. Et ce comité pourra également proposer des stratégies alternatives pour contrer les effets pervers des chocs d'offres. Les chocs d'offres comme les augmentations imprévues du prix du pétrole, les intempéries climatiques qui font que les récoltes sont mauvaises, etc. Ce comité d'experts rassurera les Canadiens et Canadiennes que la Banque assume pleinement son rôle de vecteur de prospérité économique. Il va sans dire que la composition des membres externes du comité permanent est de la plus haute importance. C'est pourquoi S-275 prévoit des conditions spécifiques d'éligibilité et de compétence. Le processus de nomination aussi devra être ouvert et transparent. Et les membres choisis, après consultation des grands acteurs de l'économie, notamment les représentants des grandes associations patronales, également des associations syndicales. Parce qu'il est essentiel que ces experts, qui sont des experts qui ne travaillent pas nécessairement dans ces organisations-là, mais qui sont reconnus par ces organisations, proviennent d'horizons divers. On ne veut pas d'experts issus de la même école et sans expérience du terrain. I now turn in English. Ce qui m'amène à l'anglais. Comme vous le savez, les Canadiens et les marchés financiers sont souvent nerveux quand le gouverneur de la Banque du Canada annonce la hausse du taux directeur. Ce n'est pas surprenant étant donné les conséquences financières pour les budgets des gens et l'impact sur l'économie. D'ailleurs, la plupart des Canadiens ne comprennent pas exactement comment la décision est prise. Techniquement parlant, le gouverneur de la Banque du Canada détermine le taux directeur 8 fois par an dans le contexte de sa politique monétaire. Il est épaulé par son conseil des gouverneurs, composé de sous-gouverneurs qu'il a sélectionnés et qui travaillent pour la Banque. Au cours des derniers mois, un sous-gouverneur externe non exécutif a rejoint le comité. Le gouverneur et son équipe peuvent des fois se tromper et la loi sur la Banque n'offre ni aide, ni assistance, ni protection. La loi, comme je l'ai dit, a été adoptée en 1935. Cette loi a été modifiée au fil du temps,
notamment en 1985. Mais les objectifs de la banque et le mandat en matière de politique monétaire n'ont jamais été précisés dans le texte de loi. On n'en dit pas mot. Le préambule de la loi présente une liste d'objectifs d'importance égale. Sur son site, la banque résume ce préambule en disant que la banque a le mandat de promouvoir la prospérité économique et financière du Canada. À cet effet, l'article 8 du texte de loi donne au gouverneur de pleins pouvoirs pour qu'il agisse comme il l'entend, sans qu'il n'y ait d'obligation de transparence. Par contre, depuis 1991, depuis donc plus de 30 ans, un cadre de politique monétaire a été précisé dans un accord quinquennal préparé par la banque avec l'accord du gouvernement représenté par le ministre des Finances. Ce cadre permet de déterminer quel est l'objectif en matière de taux d'inflation, sans préciser toutefois de délai pour atteindre cet objectif. Depuis 30 ans, et renouvelé en décembre 2021, quelques mots ont changé. L'accord cible une augmentation de 2% de l'indice du prix à la consommation. L'accord en question est déposé au Parlement, mais n'est pas soumis à l'approbation parlementaire ou à la responsabilité parlementaire. Le document, qui n'a aucune valeur juridique, permet au gouvernement de relever le taux directeur si l'indice des prix à la consommation augmente de plus de 2%. C'est une règle simple, mais le problème est complexe. Il s'agit d'une règle qui a perduré dans le temps et qui n'a jamais été fondée dans le texte de loi régissant la loi sur la Banque du Canada. Et maintenant, comme vous le savez, l'inflation au XXIe siècle est devenue très complexe. Il ne s'agit pas toujours d'un problème de demande excédentaire. En effet, les changements climatiques, les incertitudes politiques, la mondialisation inversée et les problèmes démographiques sont des chocs qui ont un impact sur l'inflation. La hausse des taux d'intérêt réduit la demande agrégée, sans aucun doute. Mais les Canadiens n'ont pas la même assurance selon laquelle la hausse des taux d'intérêt permettra de contrer l'inflation. Parce que, comme vous le savez, l'augmentation des taux d'intérêt peut avoir un effet boule de neige. Lorsque la Banque du Canada augmente son taux de base, les taux hypothécaires augmentent aussi. D'après Statistique Canada, et là je vous donne des informations qui sont très importantes, les augmentations des coûts hypothécaires sont responsables de plus de 30% des augmentations annuelles du coût de la vie. 37% si on prend en compte le coût des loyers. Il peut également y avoir des effets néfastes sur des secteurs précis comme le logement. Et lorsqu'il n'y a pas suffisamment de logements et lorsque les mises en chantier diminuent en raison des conditions hypothécaires précaires, ce sont les loyers qui augmentent. Alors, si on prend en compte les loyers, ça représente 37% de l'augmentation de l'IPC. Il est difficile de prévoir les conséquences de la politique monétaire sur l'économie, car il y a toujours un délai. La banque peut facilement être trop sévère ou pas assez, et il est facile de dépasser la cible en matière de politique monétaire et de précipiter une récession. C'est pourquoi certains pays ont intégré des garde-fous dans leur texte de loi. Par exemple, aux États-Unis, en Australie
et en Nouvelle-Zélande, la politique monétaire est assortie d'un double mandat, à savoir la stabilité des prix et l'emploi maximum ou le plein emploi. Ce qui veut dire qu'en vertu de ce double mandat, les banques centrales doivent être prudentes en matière de politique monétaire. Certains pays ont également mis en place des comités de politique monétaire où siègent des membres externes et évaluent les risques pour étudier différents scénarios. Si les chocs des chaînes d'approvisionnement se multiplient, la politique monétaire ne devrait-elle pas prendre en compte l'expertise des vrais experts qui comprennent la réalité sur le terrain? Ce projet de loi ajoute des garanties en précisant le double mandat de la politique monétaire et en créant un comité de politique monétaire appelé comité permanent. La composition de ce comité, le processus de sélection de ses membres sont de la plus grande importance. Le processus doit absolument être ouvert et transparent. Les experts en question devraient être nommés après consultation auprès d'organisations représentant la société civile et l'économie, comme les associations professionnelles et représentant les syndicats, pour que le comité puisse concilier la stabilité des prix et le plein emploi. Le comité pourrait donc être bien placé pour appeler à des comportements responsables de la part de tous les acteurs économiques. Le comité participerait à la discussion sur la fixation du taux directeur. Le comité plénier, qui serait présidé par le gouverneur et où siégeraient les sous-gouverneurs et les membres externes, il y aurait un vote pour ce qui est d'établir le taux directeur, comme ça se fait ailleurs. Les membres adopteraient une analyse et un cadre de coût-avantage pour soutenir la politique monétaire, veilleraient à ce que l'utilisation d'outils soit conforme au mandat de la banque, parce qu'on sait qu'il y a un lien entre l'augmentation du taux directeur et l'inflation. Ça serait donc, comme je l'ai dit, que les outils qui sont utilisés sont conformes au mandat de la banque et finalement participeraient à la rédaction de l'accord quinquennal avec le gouvernement. Ce qui m'amène à mon dernier point, qui est tout de même très important. Je dois vous avouer que certaines parties de ce projet de loi reposent sur le travail effectué par un comité spécial qui a été nommé par le gouvernement australien. L'objectif, c'était de passer en revue la loi sur la banque de réserve australienne. Le rapport s'intitule An RBA Fit for the Future, une banque de réserve adaptée à l'avenir, rapport publié en 2023, en mars plus précisément. Lorsque j'ai lu ce rapport, je me suis dit, mais c'est un cadeau de Noël. Un cadeau qui me donne la légitimité de faire ce que je comptais faire, à savoir présenter un amendement à la loi sur la Banque du Canada pour que la loi soit modernisée. Et vous savez qui a rédigé ce rapport? 3 experts. 3 experts qui ont rédigé le rapport ensemble et qui ont bénéficié de l'expérience d'un ex-gouverneur adjoint de la Banque du Canada. Devinez qui? Caroline Wilkins. C'est vraiment fort intéressant. Donc, ça m'a vraiment inspirée. J'ai été inspirée par les recommandations du rapport, ce qui m'a poussée à rédiger le texte de loi dont je vous parle aujourd'hui. Il est donc temps d'exiger une plus grande transparence sur le vrai impact de la politique monétaire sur l'économie canadienne. L'heure est venue également de donner au gouverneur et à son équipe les outils dont il a besoin pour atteindre ses objectifs principaux. Parce que l'objectif principal, en fait, de la banque, c'est d'assurer la prospérité de notre pays. C'est pas la stabilité des prix, à n'importe quel prix, justement. Lorsque je m'en suis rendu compte, je me suis dit, je ne peux pas rester silencieuse. Parce que le gouverneur et son équipe ont les pouvoirs nécessaires pour faire avancer la cause de la prospérité, mais dans le texte de loi, la loi sur la Banque du Canada, dans ce texte de loi,
On ne dit pas que la stabilité des prix, ça peut être l'unique objectif. Alors pour cette raison, j'estime qu'il est très important d'y songer plus avant et de mettre en place des changements institutionnels par le biais du texte de loi pour atteindre l'équilibre entre l'indépendance de la Banque du Canada et la responsabilité de la Banque. Grâce à ce comité externe qui pourra se prononcer, on pourra faire en sorte de réinstituer la confiance au sein de la population. Et ainsi, le public saura que la Banque du Canada fait la chose idoine. Voilà pour ce qui est de mon discours. Je serai ravie de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Sénateur Wu. Ravie de pouvoir vous poser une question, sénatrice. Merci de votre discours. Dans quelle mesure est-ce que vous pensez que les délibérations du comité proposé devraient être rendues publiques? Je pense aux procès-verbaux, par exemple. Et je pense aux discussions détaillées qui révèlent les pensées des différents membres. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a toujours beaucoup de spéculations par rapport aux positions prises par la Banque fédérale. Je ne sais pas si c'est bien, je ne sais pas si ça rend le système américain davantage transparent. Quelle est votre proposition en la matière? Merci de votre question, sénateur. Si vous le voulez bien. Le comité de la politique monétaire, je ne suis pas certaine qu'il devrait être télévisé. Je pense mais qu'il y a un rapport du comité de la politique monétaire, comme il y en a également en Nouvelle-Zélande. J'aime beaucoup le rapport de la Nouvelle-Zélande. On y spécifie un peu plus qui a dit quoi. Et donc, on comprend le résultat du vote, parce que le résultat du vote est précis. Je vous invite à lire sur le territoire canadien, dans l'ouest du Canada, il y a le C.D. Howe Institute qui a créé un genre de comité de la politique monétaire et qui, très souvent, se réunit. Ils sont environ 12 experts et ils discutent entre eux de ce qu'ils feraient. Et ils prennent un vote après. Et tous les noms sont associés à ces opinions-là. La beauté de la chose, c'est que ça permettrait d'avoir une politique monétaire modérée, réservée. Parce que peut-être, vous ne le savez pas, mais dans les années 80, alors que les taux d'intérêt étaient tellement élevés, le Canada a eu l'une des politiques monétaires la plus restrictive au monde. Et actuellement, la politique monétaire du Canada, elle est relativement très restrictive compte tenu de l'inflation que l'on a. Si on enlève les effets des taux hypothécaires et des loyers, on n'est pas loin de notre 2,6 %. Et avant, il y fut un temps où les objectifs d'inflation étaient de 1 à 3 % avec une certaine flexibilité. Alors, ce qu'on fait actuellement, en étant plus sévère et en ayant été très rapide dans la hausse des taux d'intérêt, il y a plusieurs projets d'investissement que nous ne faisons pas. Nous n'accélérons pas la transition vers l'économie verte. Et c'est du temps qui ne se rattrape pas. La prospérité perdue ne se rattrape pas. Les investissements qui ne sont pas faits ne se rattrapent pas. Et c'est pour ça qu'au Comité des banques, on a vu que le PIB par habitant du Canada n'est pas vraiment à la hausse par rapport aux autres pays. Donc, je sais que c'est un sujet difficile,
Mais mon projet de loi n'a aucune incidence financière parce qu'il ne propose pas de rémunérer ces experts. Quand j'ai été nommée au Conseil économique du Canada, je n'étais pas rémunérée, puis je l'ai fait pendant 6 ans, puis ça me demandait beaucoup de mon temps, mais j'étais très heureuse d'y siéger. Alors, dans ce cas-là, je pense qu'il y a beaucoup d'experts d'horizons différents et ce ne serait pas une poire d'enfogne. En tout cas, j'ai eu une entrevue de radio tantôt, puis on me demandait, « Vous ne croyez pas que les gens vont chicaner? » Je dis, non, je pense qu'il va y avoir des votes et puis il va y avoir un résultat dans ce cas-là. Merci. You have a supplementary because I have... Vous avez une question supplémentaire? Parce qu'il y a deux autres sénateurs qui désirent poser des questions. Sénateur Gignac. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais saluer le travail de ma collègue, sénatrice Bellemare, sur ce projet de loi. Et je sais que vos motivations pour protéger l'indépendance de la Banque du Canada puis la transparence, et vous savez que je partage vos objectifs. Je me questionne toutefois sur le timing un peu de votre projet de loi parce que déjà, actuellement, à tous les 5 ans, la ministre des Finances ou le ministère des Finances et la Banque du Canada s'assoient pour revoir le mandat. Et grâce à votre intervention, d'ailleurs, que je salue, il y a 2 ans, on a mis une petite allusion sur le marché du travail. Peut-être pas autant que vous auriez aimé, mais quand même. Voici ma question. Dans un contexte où la Banque du Canada, qui, selon moi, agit comme pompier actuellement, comme beaucoup d'autres banques centrales pour venir à bout de l'inflation, parce que les causes ne sont pas nécessairement reliées à elle, et que dans un contexte que des leaders politiques qui sont prêts même à montrer la porte au gouverneur actuel, croyez-vous pas que de lancer ce débat à ce stade-ci, alors qu'on est en pleine lutte pour l'inflation, qui, selon moi, est un cancer important, les plus démunis sont plus affectés, que de susciter ce débat-là et non pas attendre dans 3 ans le mandat, que ça pourrait même amener un peu de perturbation sur les marchés financiers, parce que là, la politique va embarquer là-dedans, puis l'indépendance de la Banque du Canada, qui vous est chère, tout comme moi, va être remise en question, parce que ça va devenir politisé et politique, toute la discussion au niveau de la Banque du Canada. Vous donnez d'ailleurs 6 membres extérieurs dans votre projet de loi. Donc, le gouverneur de la Banque du Canada, avec ses 2 collègues, vont être en minorité autour de la table, puisque chacun a un vote égal. Et là, vous avez juste le tiers des votes qui va aux dirigeants de la Banque du Canada versus les 6 autres bénévoles. Donc, je me questionne, c'est qui va piloter l'avion, c'est qui va être imputable de ces décisions-là de taux d'intérêt qui affectent nos Canadiens. Sénatrice Bellemare. Merci pour la question, sénateur Gignac. Je comprends votre préoccupation. Et en fait, vous avez 2 questions. Hein? Vous avez 2 questions. Je pense que le temps d'attendre qu'on définisse le cadre de la politique monétaire, c'est trop tard. Il y a trop de choses à faire. Donc, dans cette optique-là, je pense que le Sénat est la meilleure institution pour avoir une réflexion rigoureuse, sage sur cette question. En analysant un projet de loi comme celui-là, il y a beaucoup moins de risques de dérapage que de poser la question dans son sens large. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'arriver avec des points spécifiques à changer dans la loi pour empêcher le dérapage populiste ou autre qui pourrait arriver autour de cela. L'Australie est en train a justement fait un comité d'experts pour justement pouvoir faire des changements dans un cadre rigoureux. Votre deuxième question sur le nombre du comité de la politique monétaire, je trouve que c'est une bonne question et moi je suis ouverte aux discussions là-dessus. C'est un début de négociation. Alors, c'est évident que c'est peut-être trop, peut-être. Peut-être qu'il faudrait augmenter le nombre de sous-gouverneurs. Okay. Garder le nombre de sous-gouverneurs tel qu'il est là, puis avoir les 6. Je me suis basée donc sur le modèle australien là-dessus, mais effectivement,
peut-être garder les 6 et ajouter les 6, ou peut-être, en tout cas, regardez, ça, c'est pour étude en comité, pour voir qu'est-ce que ça pourrait donner. Mais moi, je ne suis pas craintive. Je trouve qu'au contraire, ça peut nous aider dans nos investissements dans le futur. Sénatrice Méville-Deschênes. Une question pour vous, sénatrice. Je ne suis évidemment pas une spécialiste de la politique monétaire, mais vous avez référé plusieurs fois à l'exemple australien. Et en ce moment, on réfère beaucoup à l'Australie pour toutes sortes d'exemples. Dans ce cas-ci précisément, est-ce que le fait d'avoir un mandat que vous jugez plus équilibré entre la prospérité et la lutte à l'inflation, est-ce que ça a eu un impact sur la politique monétaire qu'on est capable de mesurer? Est-ce que, par exemple, en Australie, on s'attaque un peu moins à l'inflation qu'ici en montant les taux d'intérêt? Est-ce qu'on est capable de voir si, en effet, ce modèle-là a déjà eu une influence? Sénatrice Bellemare. Merci, Madame la Présidente. Merci pour la question, sénatrice. C'est une excellente question. Malheureusement, je ne pourrais pas vous dire s'il y a eu un impact sur la question de l'Australie. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'aux États-Unis, oui, il y a clairement eu un impact. Les États-Unis ont également un mandat dual, soit la stabilité des prix et le plein emploi. Et d'ailleurs, Pierre Fortin a travaillé cette question-là, et j'ai eu l'honneur et la possibilité de m'entretenir avec Janet Yellen, qui a été gouverneure de la banque de la Federal Reserve. Je me suis entretenue avec elle juste avant qu'elle soit nommée par le président Biden. Et en parlant, elle dit « Ah, mon Dieu, c'est comme ça, probablement que ça s'explique que souvent, dans l'histoire, dans les années 80-90, le taux de chômage au Canada était beaucoup plus élevé que celui des États-Unis. » Personnellement, j'ai étudié cette question-là dans un livre que j'ai publié, mais qui n'est pas à date, pour la période des années 80 et 90. Et c'était clair que le Canada, à cause de la sévérité de sa politique monétaire, n'a pas eu d'augmentation dans la productivité qu'il aurait pu avoir. Mais je n'ai pas fait de régression, d'analyse de cette nature-là. Je comparais des statistiques entre pays qui avaient des mandats duals. Et au Canada, la rigueur de notre... Bon. Mais pour l'Australie, je ne peux pas vous répondre. Merci. Sénatrice Ringuette. Merci, Madame la Présidente. Sénatrice Bellemare, merci encore de provoquer notre imagination et nos discussions concernant la Banque du Canada. Et si vous vous souviendrez, quelques mois passés, j'ai demandé au gouverneur de la Banque, à notre comité, qui il consultait. Et puis, sa réponse a été qu'il consulte beaucoup de corporations de la couronne, qu'il y a beaucoup de comités interdépartements afin, pour lui, de recueillir le maximum d'informations. Donc, ma question est, étant donné le caractère évolutif de l'économie, que ce soit à cause de la pandémie, au niveau des chaînes d'approvisionnement, l'environnement, etc. Est-ce que vous croyez bon que ce comité consultatif soit un comité permanent? Est-ce qu'il ne devrait pas être plutôt un membership, un genre ad hoc, afin d'aller chercher les experts où la situation géopolitique ou économique le demande? La question. Personnellement, je pense que ça doit être un comité permanent avec un mandat de 3 ans renouvelable pour les membres pour permettre aux gens de bien plonger dans ces dossiers-là. Et d'ailleurs, dans le projet de loi, il est prévu que les experts choisis soient capables de démontrer une compétence exceptionnelle dans 2 des 5 domaines suivants, soit le marché du travail, la macroéconomie ouverte, les chaînes d'approvisionnement, il m'en manque 2, là, chaînes d'approvisionnement, le système financier et la gestion des risques. Donc, c'est des compétences importantes, mais qui proviennent d'horizons différents.
Revenons sur la transparence, parce que dans votre question, là, le gouverneur se base, comme il le dit, sur une statistique qu'on ne connaît pas beaucoup, en tout cas, dont on ne connaît pas de précision, qui est l'inflation fondamentale. On nous explique que c'est une mesure fabriquée où on enlève les éléments du panier qui sont les plus volatiles. Mais en bout de ligne, qu'est-ce que c'est ça, l'inflation fondamentale? Alors, ce sont des questions qu'un comité permanent pourrait regarder, expliquer aux gens. Et donc, ça crée la confiance par rapport à ce que la banque fait. Merci. Senator Wu, did you have another? Avez-vous une autre question? Sénateur Gignac. Merci, Madame la Présidente. Je ne veux pas trop prendre le temps ici. On aura l'occasion d'en reparler. Sénatrice Bellemare, j'aimerais revenir sur la transparence. Je vous trouve un peu sévère à l'égard de la Banque du Canada sur la transparence. D'ailleurs, des fois, je vois une confusion entre gouvernance et transparence. Je pense qu'au niveau gouvernance, ça appartient à nous, les législateurs, puis le ministère des Finances de décider du mandat de la Banque du Canada. Aucun doute là-dessus. Mais sur la transparence, j'ai moi-même, dans mes dernières décennies comme gérant des stades, économiste en chef, vu l'évolution de la transparence de la Banque du Canada. Maintenant, on a des rapports sur la politique monétaire tous les 3 mois. On a même le procès verbal qui est déroulé, etc. Et même le Fonds monétaire international mentionnait en septembre dernier que la Banque du Canada constitue une référence en matière de transparence et que ses pratiques sont globalement conformes aux pratiques élargies et complètes telles que définies par le Code de transparence des banques centrales. Donc, ma question est simple. À part le fait que les gens autour de la table vont divulguer leur vote, qu'est-ce qui va faire que ça serait plus transparent avec son Conseil de la politique monétaire que ce ne l'est actuellement, attendu qu'il y a déjà un rapport sur la politique monétaire tous les 3 mois, puis il y a des allocutions du gouverneur. Il vient témoigner ici devant le comité sénatorial des banques. Il fait la même chose à la Chambre des communes. Donc, à part avoir des gens externes qui vont divulguer leur vote, un peu comme la Réserve fédérale actuellement qu'on a, qu'est-ce que ça va amener de plus à votre projet de loi sur la transparence de la Banque du Canada? Merci beaucoup pour cette question. En effet, le Fonds monétaire international publie un code de transparence depuis 2020, très, très, très rigoureux. Il est venu analyser la Banque du Canada et on peut y lire dans son rapport, surtout au début, on applaudit la Banque et oui, la Banque fait des efforts de communication. Elle communique beaucoup avec le Canada, elle est transparente dans ses objectifs, mais là où, et le Fonds monétaire international l'a mis un petit peu en dessous, là, mais il dit que la Banque pourrait être plus transparente dans l'analyse des résultats de la politique, du suivi de ses indicateurs. Et c'est là où j'en suis. Je pense qu'il n'y a pas... La politique monétaire n'est pas une relation unique entre les taux d'intérêt et l'inflation. Il y a un ensemble de possibilités, de combinaisons, un ensemble de stratégies qui pourraient être adoptées aussi. Et là où je pense que la Banque, ça serait utile pour elle-même, c'est de mesurer les coûts et les bénéfices de ses choix, de savoir les impacts financiers pour les familles, pour les entreprises et les conséquences que ça a sur l'investissement et à terme sur la productivité. Et c'est là où j'en suis. Je pense que le gouverneur et son équipe font un travail incroyable de communication. On les voit partout, ils font des conférences, ils produisent des documents. Mais est-ce qu'on sait si la politique va vraiment atteindre les résultats? Et là, il y a des doutes qui s'installent. Moi, j'en ai, mais je ne veux pas rentrer là-dedans dans mon projet de loi. Ce n'est pas l'objet de mon projet de loi. Mon projet de loi est de permettre aux doutes de s'installer et d'appeler la prudence.
Et je pense que le Canada a intérêt à faire ça. On est un grand pays, on a des retards dans beaucoup, beaucoup d'éléments. Et la politique monétaire est la condition nécessaire à la prospérité du pays. Et on ne peut pas jouer en yo-yo avec les taux d'intérêt comme un individu ne peut pas jouer en yo-yo avec les pilules qu'il prennent pour sa tension artérielle. Le cœur va... En tout cas, il y a donc ici la prudence à avoir. Donc, le comité, c'est ça son rôle. Mais je trouve, puis je veux... À la banque, je dois dire que je ne sais pas comment ils font pour dormir la veille de l'annonce du taux directeur. Moi, j'en serais incapable. Comme économiste, connaissant l'impact du taux directeur dans la vie de tout le monde, je trouve que c'est une responsabilité qui est trop importante pour laisser à une seule personne. Et avoir un comité bien balancé, bien équilibré, ça aiderait beaucoup. Ce n'est pas la panacée, mais ça aiderait. Merci. Sénateur Lafreda. Thank you, Madam Chair. Thank you, Senator. Merci, sénatrice Bellemare, pour votre discours et votre projet de loi. Les préoccupations mondiales sur l'indépendance des banques centrales augmentent. Ne voyez-vous pas un risque additionnel pour cela dans votre proposition? Dans ma proposition, je vais m'essayer en anglais. Il y a de l'espace pour avoir la coordination des politiques fiscales et monétaires. Qu'on le veuille ou non, la politique monétaire a un impact sur la politique fiscale parce que ça augmente le service de la dette et la politique fiscale a un impact sur le côté monétaire de l'équation. Si on a un expert en politique monétaire au sein du comité, avec des observations du sous-ministre des Finances, on peut avoir une bonne coordination entre les politiques monétaires et fiscales afin de réduire l'inflation, tout en étant complètement indépendant de la politique partisane. Lorsqu'on dit que la banque doit être indépendante, indépendante de quoi? Elle doit être indépendante des partis politiques au pouvoir afin qu'elles n'agissent pas de façon partisane. Si on a un comité de politique monétaire, on n'a plus de raison de s'attendre à de l'indépendance. Cela augmente l'indépendance de la banque tout en multipliant les choix de décision en matière de politique. C'est une innovation en génie social ou en génie économique dans un pays qui en a vraiment besoin et qui a besoin d'innovation.